Ouverture aujourd'hui à Libreville de la session annuelle de la Cour criminelle. L'audience ouverte au public a enregistré une cinquantaine d'affaires portant sur des assassinats, des viols sur mineurs et bien d'autres. Et puis, le tronçon Kougouleux, Medouneux, Sam Bibas et Sam Mindik, bientôt carrossables. 7 entreprises commises par le gouvernement sont actuellement sur le terrain aux fins de soulager les usagers après l'incident du pont de Kango. Enfin, François Hollande, nouveau président en France, depuis hier, pour parler donc de cette actualité, un invité, François Obiang, il est politologue gabonais et spécialiste des relations franco-africaines. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles à Gabon Télévision. Vous êtes naturellement les bienvenus. Nous vous le disions à l'instant, une cinquantaine d'affaires portant sur des assassinats, des viols sur mineurs et des vols avec violence sont sur la table de la Cour criminelle. À l'ouverture donc de la session annuelle ce lundi matin, une des 2 premières affaires ont donc été classées en audience, ouverte donc ce matin au public. Edgar Djembidoukaga, Victor Mundunga, compte rendu. Pour cette première des 50 affaires criminelles inscrites jusqu'au 7 juin prochain, les faits minutieusement relatés par le prévenu donnent froid au dos. Aristide Pambou Moussunda, pratiquant du full contact, un art martial d'une violence particulière, avait frappé sa victime, une jeune fille de 12 ans qu'il convoitait, avant de transporter le corps 800 mètres plus loin, à l'abri, pour y prélever les organes humains. Un crime crapuleux pour lequel le ministère public a demandé au juge une peine de réclusion à perpétuité, rejetant l'argument de déséquilibre mental avancé par la défense. Attendu qu'il n'existe pas en la cause de circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement à la majorité de voix en matière criminelle et en dernier ressort, déclare Pambou Moussunda Aristide coupable du crime d'assassinat. En répression, le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. Nous pensons qu'en matière criminelle, c'est bien de condamner, c'est bien de constater qu'il y a eu une violation à la loi, mais c'est encore mieux d'aller plus loin que cela, c'est-à-dire l'expertise telle que nous l'avons constatée. Le ministère public s'est fondé sur la matérialisation des faits, sur l'application de la loi pour aboutir à requérir la réclusion criminelle. Le côté scandaleux de cette affaire criminelle est incontestablement le profil des personnes citées par le coupable comme présumés commanditaires et complices. Un sénateur et un commandant de brigade de gendarmerie. Il faut dire que cette affaire criminelle vient justifier la récente sortie du président du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, face à la recrudescence des crimes rituels dans notre pays. Un sénateur et un commandant de brigade de gendarmerie viennent donc d'en faire les frais. Edgar Djembidoukaga et Victor Mundunga. Pour une prime de 20 millions de francs CFA attendue en échange des organes humains qu'il aurait dû prélever sur le corps de sa victime de 12 ans, Aristide Pambou Moussunda, aujourd'hui condamné à la prison à vie, avait déjà encaissé seulement 500 000 francs CFA. Le complice du commanditaire, un ancien commandant de brigade de Kango qui serait aujourd'hui en service à Coco Beach. À cette audience ouverte au public, les magistrats n'ont pas fait mystère autour de l'identité du commanditaire. Sur les faits, il ressort des pièces du dossier et des déclarations constantes de l'accusé à la barre qu'il a sur commande des organes humains à lui faits par Eyégué et Premier Gabriel alors qu'il habitait momentanément au village Fang 6 au PK80 de Libreville, qu'il déclarait qu'il devait revenir aux environs de 21h pour prélever des organes génitaux, à savoir le sexe et la langue. Cette affaire criminelle
qui vient soulever une véritable levée de bouclier autour d'un dossier des crimes rituels à l'origine de la colère du chef de l'État en avril dernier, aura certainement des suites judiciaires et dès mardi. Ce sénateur a été cité dans cette affaire depuis le début. Il avait un mandat parlementaire et c'est ce qui a freiné aussi bien les enquêteurs que le magistrat instructeur. Aujourd'hui que ces faits reviennent de façon fracassante, nous estimons que si d'aventure il est établi qu'il est encore sénateur, nous allons solliciter la levée de son immunité. Et s'il ne l'est plus, les poursuites, comme on l'a dit tout à l'heure, seront engagées à son encontre. Il est temps que les gens cessent de commanditer des crimes crapuleux de cette nature. Après les 2 affaires jugées à l'ouverture de cette session, le rôle prévoit encore 48 autres affaires criminelles jusqu'au 12 juin prochain. Avant bien sûr les audiences foraines qui, elles, vont se tenir à Lambaréné et au Yémen. Ici au Palais de Justice, Victor Mundonga, Edgar Jambedoukaga. Cette importante communication pour la suite du journal, par décret du président de la République en date de ce jour, sont donc nommés conseillers membres du Conseil national de la communication sur proposition du président de la République, Madame Brigitte Anguillet Diop, Monsieur Fidèle Echenda et Monsieur Jean de Dieu Ndong Ovono. Sur proposition du président du Sénat, M. Faustin Onanga, Mme Edwige Lucie Inyanga et M. Gilles Terence Nzogué. Sur proposition du président de l'Assemblée nationale, M. Guy Bertrand Mapangou, M. Godali Nanga Yendiika et M. Toussaint Obamnan. Par un autre décret du président de la République en date de ce jour, sont là aussi nommés M. Guy Bertrand Mapangou comme président du Conseil national de la communication, Mme Brigitte Anguillet Diop nommée vice-président du Conseil national de la communication. Ces articles, pour suivre donc ces différentes nominations, dans l'exercice de leurs fonctions, les intéressés bénéficient donc de la numération et des avantages divers conformément au texte en vigueur. Et puis, le présent décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Signé Ali Bongo Ondimba. Nous vous le disions en ouverture, les Français se sont réveillés ce matin avec un nouveau président de la République. François Hollande a été donc élu hier avec 51-60% des suffrages contre 40% pour le président sortant Nicolas Sarkozy. François Hollande devient donc ainsi le 2e président issu du Parti socialiste à occuper ce poste après François Mitterrand. Parlant donc de la 5e République, sitôt après l'élection, le président Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, lui a adressé un message de félicitations. Nous vous l'annoncions également que sur ce plateau, nous recevons M. Jean-François Obiang. Voilà. Il est politologue et spécialiste des relations franco-africaines. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avec vous, nous allons évoquer quelques questions liées donc à cette élection qui s'est déroulée hier en France. Mais peut-être commencer par là. Comment, en tant que politologue, vous qualifiez le vote d'hier? Est-ce un vote sanction par rapport à la politique prônée pendant le quinquennat par Nicolas Sarkozy? Pas seulement. Je pense qu'il y a un côté sanction, mais pas seulement. Le côté sanction, c'est naturellement le fait, beaucoup d'analystes l'ont remarqué, que c'était davantage un vote anti-Sarkozy contre, et d'ailleurs les sondages le montrent bien, c'est moins un vote contre le bilan que contre la façon d'être, la façon d'incarner la posture présidentielle que représentait Sarkozy, mais pas seulement aussi. Vous savez que la France et l'Europe avec elle est en crise.
Et ce que le président Sarkozy proposait dans le droit fil de la posture générale des pays européens aujourd'hui, c'est plutôt l'austérité, c'est-à-dire essayer de réduire la dette, essayer de se serrer la ceinture. Or, François Hollande, de tous les candidats en lice, était l'un des rares qui insistait sur la croissance, donc qui, en quelque sorte, présentait l'avenir sous la forme d'un rêve possible, qui n'était pas nécessairement partagé par ceux qui sont en poste aujourd'hui. Je pense que c'est aussi ce rêve auquel les Français ont voulu s'accrocher dans la majorité qui a élu François Hollande hier. Alors, François Hollande, président, quel Hollande pour l'Afrique? Qu'est-ce qui va changer finalement? Ah, ça, c'est la sempiternelle question que l'on pose chaque fois qu'il y a une élection présidentielle en France. Alors, il y a deux façons de répondre à cette question. Un premier aspect, on peut dire que les choses vont changer. D'abord parce qu'il s'agit d'une alternance. Ce n'est pas un président de droite qui remplace un autre président de droite. C'est un président de gauche qui remplace un président de droite. Et comme vous le savez, l'idéologie de gauche en ce qui concerne les relations avec les anciennes colonies, avec l'Afrique, avec les questions de coopération, n'est pas totalement la même que celle de droite. On a tendance à penser que la droite, compte tenu des liens de l'histoire, est souvent paternaliste et que la gauche joue plutôt ce que l'on appellerait le self-government. Donc elle a plutôt tendance, traditionnellement, du fait de l'histoire aussi, à considérer qu'il faut laisser les anciennes colonies évoluer d'elles-mêmes. Donc ça, c'est sur le plan purement idéologique. Et puis, il y a des faits, un certain nombre de faits qui peuvent laisser penser que des choses changeront. Vous avez certainement suivi, comme moi, la campagne électorale. Vous savez que l'un des bréviaires de la campagne pour le président Sarkozy, c'était naturellement la question de l'immigration, avec notamment cette idée de réduire de moitié l'immigration légale, pas illégale. François Hollande ne se situe pas sur cette ligne-là. Et puis, il y a une troisième idée, c'est que François Hollande vient plutôt de la haute administration. C'est un énarque. Il n'a pas de liens étroits avec ce que l'on peut considérer comme étant le complexe militaire, économique, industriel, commercial français, à la différence de Nicolas Sarkozy. Or, précisément, les analystes considèrent que c'est souvent ce complexe qui parasite les relations normales d'État à État et qui participent de ce que l'on appelle traditionnellement la France-Afrique. Ça, c'est pour l'aspect, oui, il y aura un changement. Mais pour l'aspect, non. Et je me le suis réservé pour la fin. Je pense que globalement, il faut bien savoir qu'il existe une politique africaine de la France. Donc une politique gabonaise de la France qui est guidée... En français facile, M. Jean-François. Ça veut dire... oui. L'arrivée de François Hollande, est-ce une bonne chose pour l'Afrique? C'est le dernier point que vous voulez développer, justement. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus en attendre trop. Il y a ce qu'on appelle la sauvegarde des intérêts français qui passe au-dessus des intérêts partisans idéologiques de gauche ou de droite et qui se résume souvent à ce qu'on appelle la réelle politique. C'est ce que l'on a observé entre Jean-Pierre Cotte et Guy Pen et que l'on a observé aussi dans les hésitations d'une politique jospinienne qui était ni ingérence ni indifférence. Donc globalement, François Hollande, en tant que président français, a le devoir de sauvegarder les intérêts français, au-delà des intérêts africains. Donc c'est à ce point de vue-là qu'il faut nuancer fortement l'idée qu'il y aurait une grosse rupture ou un grand chamboulement. Mais je pense que pour les nuances que j'ai énoncées sur l'aspect positif, c'est déjà bon à prendre pour les Africains, bien sûr. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que je me trompe si j'avance que ce succès ne serait pas complet si pendant les législatives à venir et les locales, la gauche ne faisait pas un bon score? La tradition en France, sous la Ve République, fait que généralement, à la suite de l'élection présidentielle, le peuple confirme son vote en accordant au chef de l'État une majorité.
pour pouvoir gouverner. Je dis bien, c'est la tradition, ce n'est pas une règle, mais c'est la tradition. Sous la Ve République, il n'y a pas d'exemple où à la suite immédiate d'une élection présidentielle, le président se voyait imposer une cohabitation. Oui. Et puis sur les faits eux-mêmes, je pense qu'il serait difficile aujourd'hui d'arriver à une cohabitation parce que la droite n'est pas unie. Il n'y a pas une droite, il y a plusieurs droites. Je crains qu'il n'y ait beaucoup de triangulaires dans un certain nombre de circonscriptions et que dans ce cadre-là, je ne vois pas très bien le Front National, par exemple, qui est à des niveaux de 18-20 aujourd'hui, signer des accords électoraux avec la droite classique, notamment l'UMP, pour peu que cette UMP conserve le semblant d'unité qu'elle essaie péniblement aujourd'hui de conserver. Donc l'hypothèse d'une cohabitation dans les jours qui viennent me paraît hautement improbable. Monsieur Jean-François Obiang, merci. Merci bien. Et pour le troisième tour, lié donc à ces législatives et notamment au local, on serait très ravis donc de vous recevoir à nouveau pour commenter cette actualité. Avec plaisir. À très bientôt. L'on a également voté au Gabon dans le cadre des élections législatives partielles du 5 mai dernier. Les résultats provisoires sont pratiquement connus. Au deuxième siège du département de l'Okano à Mindik, nous sommes dans la province du Wolontem. C'est le candidat du Parti démocratique gabonais, Jean-Léonard Nguema Ondo, qui l'aurait donc emporté devant notre confrère Célestin Nguema Obam. Compte rendu, Franck Mexan Mangolo, Simon Bolivar Ibinga. Sous réserve de la décision de la Cour, le candidat du PDG serait largement devant son adversaire du RPG. Jean-Léonard Nguema Ondo obtient plus de 70% des voix. Nombre d'électeurs inscrits 5338. Nombre de votants constatés par les émargements 1369. Nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes, 1369. Nombre de bulletins blancs ou nuls, 61. Suffrages exprimés, 1308. Ont obtenu Nguema Ondo Jean-Léonard du PDG, 1024 voix, soit 78,29%. Nguema Obam Célestin du RPG, 284, soit 21,71%. C'est un sentiment de joie, comme je l'ai déjà dit. Ce qu'il fallait prouver, c'est que le village Esson reste avec le PDG. Et je crois que depuis qu'Ali Bongo est au pouvoir, les gens d'Esson sont très attentifs aux réalisations à Libreville et un peu partout dans le Gabon. Et je crois que le résultat d'aujourd'hui est la preuve que nous sommes attentifs sur tout ce qui se passe au Gabon et nous savons qu'avec Ali Bongo Ondimba et le PDG, le Gabon peut gagner le pari de l'émergence. Le temps fort de ce scrutin reste sans nul doute cette image où les deux candidats côte à côte ont tenu à assister au verdict des urnes. C'est ça la convivialité au sein du RPG. Vous savez que le RPG a été un peu à l'avant-garde de ce qui est la démocratie dans ce pays. Et nous avons effectivement, nous nous sommes toujours battus pour qu'il y ait cette culture de démocratie. Ça veut dire que quand quelqu'un perd une élection, la personne doit reconnaître que j'ai perdu l'élection et peut-être féliciter la personne qui gagne. Si ces résultats sont confirmés par la Cour, ils mettront un terme à ce long contentieux qui avait obligé les deux candidats à solliciter de nouveau les voix des populations du village Essongueville. Demain, d'autres résultats partiels, mais cette fois du côté de l'Ebamba, où l'on a également voté pour le compte des élections partielles dans cette partie du Gabon. Célébration le 5 mai dernier de la Journée internationale de la sage-femme. Au Gabon, même si l'événement est passé sous silence, la journée a été marquée par l'appel de la première dame du Gabon, lancé aux autorités pour une meilleure prise en compte du renforcement des capacités des sages-femmes. Les détails avec Rabia Delphine Yari et Cédric Aleka, presse présidentielle. Dans son plan d'action pour la santé, la première dame du Gabon met un accent particulier sur la protection maternelle et infantile.
Offrir un mieux-être à la mère et à l'enfant nécessite par conséquent le renforcement des capacités des personnels soignants et qui ont choisi de prendre en charge la santé de la mère et de l'enfant. La sage-femme qui fait partie de cette chaîne a finalement besoin que soient mises à sa disposition des rudiments qui puissent lui permettre d'être opérationnelle dans la pratique de son noble métier. Quoique passée à tort sous silence, la célébration le 5 mai dernier de la Journée internationale des sages-femmes a été néanmoins l'occasion pour Sylvia Bongo Ondimba d'interpeller les pouvoirs publics afin qu'ils offrent à ces travailleuses de l'ombre des opportunités de formation pour une optimisation de leurs performances, car aider à donner la vie est une tâche délicate. La première dame du Gabon en est consciente et pour elle, l'idéal est d'accorder davantage d'importance à la santé des femmes et à la profession de sage-femme. Sur ce point, Sylvia Bongo Ondimba ne ménage aucun effort pour apporter un soutien multiforme à ses personnels de santé. En effet, depuis 2011, à travers la campagne Tous unis pour la santé de la mère et de l'enfant, des séminaires et autres ateliers sont organisés tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays au profit de ces sages-femmes afin qu'elles s'imprègnent des nouvelles techniques visant à réduire la mortalité maternelle et néonatale. Et Sylvia Bongo Ondimba l'a toujours dit, je la cite, « Il est inadmissible qu'une femme meure en donnant la vie. » Fin de citation. Aussi, aujourd'hui, plus qu'hier, des efforts doivent-ils être consentis en matière de formation afin de rendre le métier de sage-femme plus attractif auprès des jeunes et aussi répondre aux besoins de nos populations les plus fragiles. 4e journée des forces de défense dans notre pays. Les éléments des forces de défense basés à Tchibanga, dans la province de l'Anyanga, ont célébré avec faste cette édition. Une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs autorités locales, en tête desquelles le gouverneur de province de province. Voilà. Marie-Josée Moussavou, image amateur. La 7e région militaire dans la province de l'Anyanga n'est pas restée en marge de ce grand événement annuel célébré récemment à Libreville. La 11e édition de la Journée de la Défense, qui avait pour thème cette année le cinquantenaire de la présence des personnels féminins dans les forces de défense, a vu les hommes d'armes de cette partie du Gabon s'immobiliser pendant 2 jours pour marquer, à leur manière d'une pierre blanche, cet événement initié par le président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité, alors ministre de la Défense nationale. Plusieurs manifestations ont été prévues. L'embellissement de la ville, le don de sang et le dépistage gratuit du VIH-Sida au profit des populations de Tchibanga au centre hospitalier Benjamin Goubou. Le gouverneur de la province de l'Anyanga, Joseph Ngembot-Mbot, a honoré de sa présence au grand défilé militaire prévu à cet effet. L'on pouvait également noter dans la tribune la présence de plusieurs autorités civiles et militaires en poste dans cette localité. Un match de football opposant l'équipe de la 7e région militaire à celle de la sélection locale sur un score de 2-1 a mis un terme à cette manifestation qui a réuni du beau monde venu pour la circonstance découvrir les métiers de l'armée dans cette belle cité du sud du Gabon. Nous vous l'annoncions également en titre. Après l'incident survenu sur le pont de Kango, le gouvernement a pris donc des dispositions afin de soulager les usagers. Le marché a été donc confié à 7 entreprises chargées de remettre en état les tronçons Kougoule, Medoune, Sambibas et Sam Mindik. Constat de l'avancement des travaux avec Patrick Simangoy et Victor Mundunga. Le gouvernement de la République, sur instruction du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avait opté pour 3 solutions afin de maintenir le trafic à la suite de l'effondrement d'une des piles du pont de Kango sur le Komo. Le gouvernement avait préconisé la mise en service des barges, l'aménagement d'une zone d'embarquement et de débarquement à partir de la gare d'Oyan 3 et la remise en état des tronçons Kougoule, Medoune, Sam Bibas
et Sam Music pour un linéaire de près de 400 km sectionné en 7 lots attribués à 7 entreprises dont Mika Service, une PME gabonaise qui a pignon sur rue et dont l'expertise ne souffre d'aucune contestation. Mika Service, amené par Alain-Claude Kwakwa, a obtenu le linéaire Bibas, village Essong Abam, long de 42 km. Comme vous pouvez le constater, on avance, mais bon, on est un peu gêné à cause des pluies. On a eu 3 jours successivement de pluie, mais cela ne nous a pas empêché de continuer. Nous avons continué et là, aujourd'hui, nous sommes dessus. Nous sommes pratiquement à 14 km d'ensoleillement, 11 km de remise en forme. Là, comme vous pouvez le constater, c'est le rechargement qui se fait. En matière de rechargement, nous sommes pratiquement à 1 km 200 en gravelure latéritique. Et nous avons également la pose des ouvrages de franchissement, comme les bus et les ponts. Depuis le 26 mars dernier, l'entreprise a déployé son personnel et ses engins afin de procéder aux travaux de curage des bourbiers, à l'embellissement manuel et mécanisé et au rechargement général. On a vraiment avancé au niveau de l'ensoleillement. Nous continuons la remise en forme, puisque nous avons eu 18 km de rechargement partiel et 21 km de remise en forme. Donc dans cette remise en forme, nous mettons beaucoup d'efforts sur le renforcement de l'assainissement. On va refaire les buses, on va refaire les ponts et bon, on espère terminer d'ici le mois de juin. Les populations du village Essong Abam s'en réjouissent. Depuis son maman est né, nous n'avons jamais connu cet éclat de vie. Nous les remercions parce que vraiment le village Essong Abam est vraiment en joie d'avoir accueilli la société Mika. Nous sommes vraiment satisfaits par rapport à son travail et la route est bien tracée. Ça, c'est la première fois qu'on voit une route du canton qui soit bien arrangée et nous sommes très satisfaits. Les usagers venant du nord, du nord-est et du sud-est trouveront leur compte à la fin des travaux. Mika Service entend livrer l'ouvrage qui lui a été confié par l'État d'ici la fin de ce mois de mai, si les intempéries ne constituent pas un obstacle. Sur le même sujet, et pour être complet sur cette actualité, signalons que parmi les entreprises retenues, il y a celles dont l'expertise est mise en cause. Sur certains linéaires, l'on peut constater que les travaux piétinent, comme nous le signalent ici Patrick Simango et Victor Mundunga. En confiant les travaux de réfection des tronçons Kougouleux, Medouneux, Sam Bibas et Sam Music à cette entreprise, le gouvernement gabonais comptait sur l'expertise des petites et moyennes entreprises qui ont déjà fait leurs preuves en la matière. Si Mika Service, Antraco et Sokoba tirent leur épingle du jeu, ce n'est pas le cas pour d'autres dont la qualité des travaux n'obéit ici à aucune exigence professionnelle. Les travaux sont plutôt bâclés au point de susciter la colère des villageois. Ça, c'est un mauvais travail. On enlève la société là. La société? On demande qu'on enlève la société. La société qui a un Sam Essong Abam. Il ne travaille pas bien. Il gaspille même les ponts. Mais vous allez voir, entre Moufouba et Unionville, et à Blessy et Unionville, pareil. Les travaux qu'on voit, ceux qu'ils ont déjà commencé à faire entre Moufouba et Unionville, en tout cas, ce n'est pas un bon dégagement. Par rapport à Mika Service fait un vrai dégagement et l'ensoleillement. Il n'élargit même pas la route. En tout cas, il faut le changer de cette société. Le constat est en effet amer sur plusieurs kilomètres où rien n'a avancé pour des raisons que les populations et les usagers ignorent. Le rythme lent compris les travaux et l'absence d'engins sur certains linéaires commencent à inquiéter les uns et les autres. On peut le dire sans risque de se tromper que parmi les entreprises retenues, au mépris de certains critères,
eh bien, leur expertise est malheureusement mise en cause. Comme quoi, toutes les petites et moyennes entreprises n'ont pas la licence pour construire les routes. Voilà qui est dit. Merci à Patrick Simangoy pour ce constat. Nous restons sur le terrain, mais cette fois dans le domaine de la sensibilisation sur le VIH-Sida et cette remise de dons de médicaments aux populations des structures de santé du département de l'Ekabi-Léolo. Nous sommes dans la province du Haut-Ogooué. 2 temps forts qui auront donc marqué le séjour du vénérable Andjembe Léonard dans sa circonscription politique, et cela lors de la célébration des 44 ans du Parti démocratique gabonais. Reportage Marie-Jo Moussavou Ndombi et Hilario Antrumbo. En marge de la célébration du 12 mars dans le département de l'Ekabi-Léolo, responsables politiques et administratifs ont profité de l'occasion pour sensibiliser les populations sur le VIH-Sida en parlant de prévention mais aussi de traitement. Beaucoup d'habitants ignorent les méfaits liés au VIH-Sida. Il est très important de vous en parler afin que vous puissiez les appliquer. Au-delà de ça également, il est très important de vous présenter les mesures de lutte. Dans les mesures qui consistent à combattre, à lutter contre le VIH-Sida. Donc je ne vais pas être seule sur cette estrade à parler avec vous. J'ai toute une équipe qui m'accompagne. Nous allons chacun pour sa part donner un message bien précis. Tout ce que nous souhaitons, c'est l'attention particulière des uns et des autres. Les témoignages des personnes vivant avec le VIH ont édifié l'assistance sur les méfaits du sida. La situation est alarmante et c'est grave. Ceux qui ne sont pas dans cette situation, faites un effort de l'éviter. On dit ceux qui ont des moyens, même la jeune fille a des responsabilités. Je dis que ça soit les séropositifs, que ça soit de l'autre côté les séronégatifs, chacun doit prendre ses responsabilités à tous les niveaux. Parce que tout le monde sait que le sida existe. Le vénérable Léonard Andjembe a salué les intéressés pour leur contribution à la lutte contre cette pandémie avant de remettre un don de médicaments. Je voudrais vous dire merci parce que vous avez le courage de dire aux gens, nous avons eu la malchance, c'est la vie, mais nous ne souhaitons pas que ça vous arrive à vous. Les membres du Conseil national, pour répondre un peu à la nouvelle orientation du parti, qui voulait qu'en dehors de la fête, il y ait la sensibilisation ou d'autres aspects sociaux. Donc, vos membres du Conseil national, et certains membres du comité central, président du ville, se sont organisés pour avoir ce petit don qui va être mis à l'ensemble des structures sanitaires du département. Ce don va permettre un tant soit peu à assurer les soins de santé aux populations du département de l'Ekabi-Léolo, quelle qu'en soit leur appartenance politique. À l'instant, le reportage de Marie-Josée Ndombi de notre rédaction. Nous restons au Sénat avec les vénérables René Randemino Konike et Alphonse Dimangoy, qui étaient donc face aux membres de la commission des lois et des affaires administratives ce matin. À l'occasion, ils ont donc présenté leur proposition de loi complétant certaines dispositions de l'ordonnance sur le régime de retraite des hauts dignitaires de la République. Guy Roger Lindira, Hilario Antrumbo. Présidé par le président de la commission des lois et des affaires administratives, l'audition a donné l'occasion aux sénateurs René Randemino Konike et Alphonse Dimangoy de présenter leur proposition de loi qui complète certaines dispositions de l'ordonnance fixant le régime spécial de retraite des anciens vice-présidents de la République, des anciens premiers ministres et des anciens présidents de chambre du Parlement, ratifié par la loi numéro 13/2002 du 28 janvier 2003. Selon les sénateurs Konike et Dimangoy, cette proposition de loi intervient après avoir constaté que la mise en pratique des dispositions de l'ordonnance sur le régime spécial de retraite des anciens hauts dignitaires et son décret d'application numéro 259/PR du 11 mars 2004 instituait une discrimination en ce qui concerne la durée dans l'exercice des fonctions concernées entre personnalités politiques ayant assumé les mêmes activités.
Aussi estime-t-il que la proposition de loi présentée va réparer la discrimination. Les explications du sénateur René Randombino Konike. La proposition de loi, en fait, consiste à dire qu'il y aura une pension proportionnelle en ce qui concerne les avantages. Puisqu'en ce qui concerne la base, c'est pareil, puisque la base, c'est ce que nous touchons tous. Un débat de fond a été ouvert entre sénateurs qui ont passé en revue les articles proposés pour examen. Des échanges qui ont donc permis d'éclairer et de compléter des informations afin que la proposition de loi soit recevable et adoptée par la majorité des sénateurs. Notons toutefois que la présente proposition de loi avait déjà été adoptée par le bureau du Sénat en 2008, mais n'avait pas pu être soumise par la suite à la procédure d'adoption. Ces importantes communications avant de nous dire au revoir, par décret du président de la République en date de ce jour, sont nommés conseillers membres du Conseil national de la communication sur proposition du président de la République, Madame Brigitte Anguilé Diop, Monsieur Fidèle Etchenda et Monsieur Jean-de-Dieu Ndong Ovono. Sur proposition du président du Sénat, Monsieur Faustin Onanga, Madame Edwige Lucie Inyanga et M. Gilles Terence Zogué. Sur proposition du président de l'Assemblée nationale, M. Guy Bertrand Mapangou, M. Godel Inanga Indika et M. Toussaint Obamnan. Par un autre décret du président de la République en date de ce jour, M. Guy Bertrand Mapangou est nommé président du Conseil national de la communication. Madame Brigitte Anguilé Diop est nommée vice-président du Conseil national de la communication. Signé Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Et puis, dans le cadre de la reprise de votre émission, La Grande Interview, nous allons donc vous proposer cette semaine l'invité qu'est le directeur général du Centre de développement et des entreprises, Alfred Giambanda. Mathieu Koumba et tous les autres journalistes passeront donc en revue le cadre législatif, les domaines d'intervention ainsi que le travail sur le terrain du CDE. C'est ainsi que prend fin cette édition d'information coordonnée par Tassiana Minko et Jean-Steve Ndoumenini. La réalisation était celle de Don Philippe Mba, qu'assistait Aldo Thierry Mandaka et toute l'équipe d'antenne. Merci d'avoir regardé le journal. À demain 20h.